Léa Dubois, 8 ans, en difficulté financière avec sa grand-mère, joue sur un vieux piano abandonné pour récolter quelques pièces. Ses vêtements sont modestes, ses chaussures usées, mais quand elle commence à jouer du Chopin avec une perfection impossible pour son âge, la foule reste bouche bée. Soudain apparaît parmi les spectateurs Pierre Moreau, le producteur musical le plus puissant de France, qui revient d'une réunion ratée. Quand il entend ces notes parfaites sortir des petits doigts d'une fillette qui ressemble à un prodige oublié, le monde s'arrête. « Impossible !» murmure-t-il, reconnaissant un talent qu'il cherche depuis des années. Mais ce que Pierre ne sait pas, c'est que Léa est la fille du célèbre pianiste Antoine Dubois, mort dans un accident quand elle avait 5 ans, la laissant avec une grand-mère en difficulté financière. La vérité qui va émerger changera leurs 2 vies à jamais. Paris, place du Châtelet. Le soleil de septembre caressait les pavés de cette place mythique du cœur de la capitale, tandis que touristes et Parisiens se mêlaient dans la danse quotidienne de la vie urbaine. Au centre de ce théâtre urbain, près du théâtre du Châtelet, un piano abandonné attendait depuis des jours que quelqu'un lui redonne sa voix. Léa Dubois, 8 ans, regardait l'instrument avec des yeux grands comme des étoiles. Son petit pull rose était un peu trop grand. Son jean avait des pièces colorées aux genoux et ses baskets blanches étaient déjà grises de poussière. Pourtant, malgré ses vêtements modestes, il y avait quelque chose de spécial chez cette fillette. Une posture naturelle, une grâce dans les mouvements qui parlaient d'une éducation raffinée, aujourd'hui perdue. À côté d'elle, grand-mère Margot serrait un sac en tissu usé. À 72 ans, cette ancienne institutrice avait tout sacrifié pour élever sa petite fille après la tragédie qui avait frappé la famille. La retraite de 950 € par mois suffisait à peine pour le loyer du studio de Belleville, et les factures à payer devenaient de plus en plus lourdes. 3 ans plus tôt, son père, Antoine Dubois, était le pianiste le plus célébré de France, premier prix du Conservatoire de Paris, avec une carrière internationale qui les avait menés à vivre dans un bel appartement du 16e arrondissement. Léa avait commencé à jouer à 4 ans et avait immédiatement montré un talent qui étonnait même son père. Puis vint l'accident de voiture. Antoine revenait d'un concert à Lyon quand un camion avait croisé sa route. En une nuit, Léa avait tout perdu. Papa, l'élégant appartement, les cours de piano privés, les petites robes de marque. Il ne restait que grand-mère Margot, qui l'avait accueillie sans hésiter, mais avec des moyens limités. Pendant 3 ans, Léa n'avait plus touché un piano. Grand-mère ne pouvait pas se permettre les cours et le seul instrument qu'elles avaient possédé avait été vendu pour payer les funérailles. Mais la musique vivait encore dans ses petits doigts, dans les souvenirs des heures passées à étudier avec papa, dans les mélodies qui la faisaient rêver la nuit de temps meilleur. Léa s'assit sur le tabouret trop haut pour elle, ajusta la position comme papa le lui avait appris et commença. Les premières notes du nocturne en mi bémol majeur de Chopin s'élevèrent dans l'air parisien comme une prière. Mais ce qui sortait de ses petits doigts était quelque chose de merveilleux. Ce n'était pas seulement de la musique techniquement parfaite, c'était de l'émotion pure transformée en son. La foule commença immédiatement à se rassembler. Il était impossible d'ignorer le spectacle de cette fillette de 8 ans qui jouait comme une maître, avec une profondeur interprétative qui semblait appartenir à quelqu'un ayant vécu 100 ans de joies et de douleurs. Pierre Moreau, 45 ans, traversait la place du Châtelet au téléphone, discutant vivement avec son assistant. Le producteur musical le plus puissant de France venait de terminer une réunion catastrophique avec Mélanie Rouge, la pop star du moment, qui avait refusé d'enregistrer l'album qui devait le consacrer définitivement. Ces notes le frappèrent comme un éclair. Il se tourna vers le piano et ce qu'il vit le laissa sans voix. Une fillette de 8 ans qui jouait du Chopin avec une perfection qu'il n'avait entendue que dans les concerts de la salle Pleyel. Il s'approcha lentement, le téléphone oublié dans la main, tandis que Léa continuait à jouer, ignorant tout le reste. Chaque note était parfaite, chaque phrasé chargée d'une émotionnalité qui ne devrait pas exister chez une si petite fille. Pierre reconnut immédiatement ce qu'il entendait.
Pas seulement du talent, mais du génie pur. Quand Léa termina le morceau, le silence dura quelques secondes avant que la place n'explose en applaudissements spontanés. La fillette se leva du piano et fit une petite révérence, exactement comme papa le lui avait appris après chaque représentation. Pierre se fraya un chemin dans la foule et s'agenouilla devant Léa pour être à sa hauteur. « Comment tu t'appelles, petite ?» Léa Dubois. Le nom de famille frappa Pierre comme un coup de poing. Dubois, Antoine Dubois, le pianiste mort dans ce terrible accident il y a 3 ans. Ton papa s'appelait Antoine. Les yeux de Léa se remplirent de larmes, mais elle garda le contrôle comme une petite soldate. Oui, mais papa est au ciel maintenant, je joue pour lui. Pierre sentit son cœur se briser et se recomposer en même temps. Devant lui se tenait la fille du plus grand pianiste de sa génération, réduite à jouer dans la rue pour survivre. Mais il y avait aussi quelque chose de plus précieux que n'importe quel diamant, un talent à l'état pur que le destin avait mis sur son chemin. Pierre se releva et s'adressa à grand-mère Margot, qui avait observé toute la scène avec un mélange d'espoir et de méfiance. À 72 ans, elle avait appris que les promesses d'inconnus se révélaient souvent être des illusions. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme élégant qui la convainquait de sa sincérité. La carte de visite dorée que Pierre lui tendit confirma ses intuitions. C'était vraiment Pierre Moreau, une légende de l'industrie musicale française, l'homme qui avait lancé les carrières des plus grands artistes du pays. « Votre petite fille n'est pas seulement talentueuse, » dit Pierre d'une voix calme mais déterminée. « C'est un prodige, un génie comme il n'en est pas à chaque génération. » Grand-mère Margot regarda Léa, qui écoutait en silence, ses petites mains encore posées sur les touches du piano. Pendant 3 ans, elle avait vu grandir cette fillette avec un talent extraordinaire qu'elle ne pouvait se permettre de cultiver. Chaque soir, Léa s'endormait en bougeant ses doigts sur les draps, comme si elle jouait sur un piano invisible. La proposition de Pierre était claire et généreuse. Cours privés avec les meilleurs professeurs de France, un studio d'enregistrement à disposition, concerts adaptés à son âge et bien sûr, soutien financier pour la famille, mais surtout, la promesse que Léa resterait toujours une petite fille normale. « Antoine était mon ami », avoua Pierre en voyant l'hésitation dans les yeux de la dame. « Nous avions de nombreux projets ensemble avant sa mort. Je sais ce qu'il aurait voulu pour sa fille. » Le nom du père fit trembler la voix de grand-mère Margot. Antoine avait toujours cru que Léa était destinée à quelque chose de grand, mais la tragédie avait brisé tous les rêves. Léa s'approcha et tira sur la chemise de Pierre avec le sérieux d'une petite adulte. « Si j'accepte, je peux aider mamie. J'aime pas quand elle pleure parce qu'elle peut pas payer les factures. » La simplicité et la générosité de ces mots brisèrent le cœur de Pierre. Cette fillette de 8 ans se préoccupait plus de sa famille que de son propre avenir. Grand-mère Margot regarda sa petite fille, puis Pierre, puis de nouveau Léa. Dans ses yeux bleus, elle voyait la même détermination qu'avait eue Antoine quand il avait décidé à 8 ans de devenir pianiste. L'accord fut scellé d'une poignée de main et de la promesse que la musique resterait toujours un plaisir, jamais une obligation. Ce soir-là, Léa joua au restaurant Le Procope la polonaise en la bémol majeure de Chopin sur un piano à queue Steinway. Tout l'établissement s'arrêta pour l'écouter et quand elle termina, les applaudissements durèrent 5 minutes. Mais pendant que tous applaudissaient, Pierre remarqua un homme avec un chapeau et des lunettes noires qui filmait tout avec son téléphone. L'homme disparut rapidement, mais Pierre sentit un frisson d'inquiétude. Dans le monde de la musique, les talents exceptionnels n'attiraient pas seulement les admirateurs, mais aussi les personnes sans scrupules. La villa de Pierre à Neuilly-sur-Seine devint le nouveau foyer de Léa et grand-mère Margot. C'était un paradis pour une fillette, un grand jardin, une piscine et surtout une salle de musique avec 3 pianos différents. Léa explora tout avec des yeux écarquillés, mais quand elle vit la salle de musique, elle resta bouche bée. Maître Chen Wei, un petit homme de 65 ans aux mains de chirurgien et à la patience infinie, arriva dans l'après-midi. Quand il entendit jouer Léa, les larmes coulèrent sur son visage.
En 40 ans d'enseignement, il n'avait jamais rencontré un talent similaire. L'entraînement commença immédiatement, mais en respectant les rythmes d'une fillette. Léa étudiait 3 heures le matin et 2 l'après-midi, avec des pauses pour les devoirs d'école normales et pour jouer dans le jardin. Pierre avait aussi engagé une préceptrice privée pour que Léa ne perde pas son éducation normale. Le premier objectif était le concours Jeunes Talents de l'Opéra de Paris, qui aurait lieu dans 6 mois. Un objectif ambitieux pour n'importe qui. Mais Léa n'était pas une fillette ordinaire. Pendant les cours avec Maître Chen, Léa montrait une capacité d'apprentissage surnaturelle. Elle mémorisait des morceaux complexes en quelques heures, et son interprétation avait une maturité émotionnelle qui semblait impossible à son âge. « Souviens-toi, Léa, disait le maître pendant les cours, la technique est importante, mais l'âme, c'est tout. Tu as l'âme de 100 musiciens. » Une semaine après le début de l'entraînement, la vidéo de la représentation au restaurant fut mise en ligne par l'homme mystérieux. En quelques heures, elle fit le tour du monde et atteignit des millions de vues. Les médias de toute la planète commencèrent à parler du prodige de Paris. Pierre dut immédiatement organiser un système de sécurité. Des journalistes campaient devant la villa, des demandes d'interviews du monde entier, des offres multimillionnaires qui arrivaient chaque jour. Léa, qui ne comprenait pas complètement ce qui se passait, continuait à étudier et à jouer comme si rien n'avait changé. « Je suis célèbre ?» demanda-t-elle un soir à Pierre pendant le dîner en famille. « Tu es spécial » répondit-il. « Et quand on est spécial, beaucoup de gens veulent nous connaître. » Léa hocha la tête avec la sagesse d'une fillette qui avait déjà trop vu dans la vie. Le phénomène grandissait chaque jour. 3 semaines après la première vidéo, Léa avait déjà des millions de fans dans le monde entier. Des enfants qui commençaient à apprendre le piano inspiré par elle, des musiciens professionnels qui reconnaissaient publiquement son génie, des célébrités qui voulaient la rencontrer. Mais l'offre qui changea, tout arriva 1 mois plus tard. L'Opéra de Paris voulait Léa pour le concert d'ouverture de la saison 2024. Elle deviendrait la plus jeune pianiste de l'histoire du théâtre, le plus prestigieux de France. L'offre de l'Opéra de Paris déchaîna une tempête médiatique sans précédent. Léa Dubois devint immédiatement la fillette la plus célèbre de la planète, avec des fan-clubs sur tous les continents et des millions de followers sur les réseaux sociaux gérés par l'équipe de Pierre. Tu aimes cette histoire Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Les mois de préparation furent intenses, mais soigneusement équilibrés. Pierre tint la promesse faite à grand-mère Margot. Léa resta toujours une fillette normale. Elle étudiait le matin, jouait l'après-midi, regardait des dessins animés le soir. Mais la pression extérieure grandissait chaque jour. Maître Chen Wei poussait Léa vers la perfection technique qu'exigeait l'Opéra de Paris, mais toujours avec douceur. La fillette absorbait chaque leçon comme une éponge et montrait des progrès qui semblaient défier les lois de la nature humaine. Les offres commerciales se multipliaient, contrats discographiques de dizaines de millions d'euros, tournées mondiales, merchandising avec le visage de Léa. Pierre refusait tout ce qui pourrait compromettre l'enfance de Léa, mais acceptait les projets éducatifs comme la création d'une série de vidéos pédagogiques pour enfants. Le monde entier attendait le concert parisien. Les billets se vendirent en quelques minutes, avec des prix qui atteignirent des sommets records. 3 présidents confirmèrent leur présence, ainsi que les plus grands musiciens vivants. Pierre organisa tout avec la précision d'une opération militaire. Vol privé, suite présidentielle au Georges V, garde du corps discret, équipe médicale spécialisée en pédiatrie. Mais surtout, il s'assura que grand-mère Margot soit toujours près de Léa. Dans les derniers jours avant le concert, cependant, quelque chose commença à changer. Léa, qui jusqu'alors avait tout géré avec naturel, commença à montrer des signes de stress. Elle dormait mal, mangeait peu, et pendant les répétitions, elle semblait plus tendue que d'habitude. Le jour précédant le concert, pendant la répétition générale à l'Opéra de Paris, se produisit ce que tous redoutaient. Léa fit une crise de nerfs. La pression des caméras, les flashs des photographes, la présence de milliers de journalistes du monde entier. Soudain, tout était devenu trop lourd pour elle.
Je peux pas, pleura-t-elle dans les bras de grand-mère Margot dans la loge. Je suis trop petite. Pierre s'agenouilla près d'elle et prit ses petites mains qui avaient enchanté le monde. Léa, tu n'as rien à prouver à personne. Tu dois juste faire ce que tu aimes, jouer. La crise de Léa sema la panique dans toute l'organisation. Le concert le plus attendu de l'année risquait d'être annulé. Les producteurs de l'opéra étaient nerveux, les journalistes impatients, les spectateurs qui avaient payé des milliers d'euros pour les billets attendaient une décision. Léa s'était enfermée dans la suite du Georges V et refusait de sortir ou de parler à quiconque autre que grand-mère Margot. Le poids du monde entier sur ses petites épaules s'était révélé insupportable. Grand-mère Margot trouva la clé pour débloquer la situation. Ce soir-là, alors que Léa tremblait encore d'angoisse sous les couvertures, la grand-mère sortit un objet de ses bagages qu'elle n'avait jamais montré auparavant, un vieux nounours usé par le temps. « C'est le nounours de papa », expliqua-t-elle d'une voix douce. « Il l'emmenait toujours au concert, il disait que ça lui donnait du courage. » Léa serra le nounours et cessa de pleurer pour la première fois depuis des heures. Dans ce tissu usé, elle pouvait sentir l'odeur de papa, la chaleur des souvenirs, quand elle était petite et que le monde semblait un endroit sûr. « Si j'emmène le nounours, papa jouera avec moi ?»« Papa joue toujours avec toi, ma chérie, dans chaque note. » Le matin du concert, Léa se réveilla avec un calme qui surprit tout le monde. Elle avait dormi en serrant le nounours de papa et semblait avoir retrouvé sa sérénité. Elle prit son petit déjeuner normalement, rit aux blagues de Pierre, et quand vint le moment de se préparer, elle montrait la même naturalité que les premiers jours. L'équipe de stylistes lui avait préparé une robe de concert spectaculaire, mais Léa choisit une simple robe blanche qui lui rappelait celle qu'elle portait pour les heures avec papa. Pierre comprit que ce choix était parfait. La simplicité rendrait le contraste avec la grandeur de l'opéra encore plus puissant. L'après-midi, pendant la dernière répétition son, Léa monta sur scène de l'Opéra Bastille avec le nounours à la main. Le théâtre était vide, mais elle savait qu'en quelques heures, il se remplirait de 3000 personnes venues du monde entier pour l'entendre jouer. Elle s'assit au piano à queue Steinway, posa le nounours sur le pupitre, comme elle l'avait fait 1000 fois à la maison avec papa, et commença à jouer. Les notes du concerto numéro 1 en mi mineur de Chopin emplirent le théâtre vide avec une pureté qui fit pleurer les techniciens qui préparaient l'éclairage. « Elle est prête !» murmura maître Chenway à Pierre. « Je n'ai jamais vu une si petite fille gérer une telle pression. » Le soir du concert, tandis que Léa se préparait dans la loge avec grand-mère Margot, Pierre regardait le théâtre qui se remplissait. 3000 personnes, dont les plus grands musiciens du monde, s'apprêtaient à vivre quelque chose d'irrepétable dans l'histoire de la musique. Quand vint le moment de monter sur scène, Léa prit la main de grand-mère Margot. « Mamie, quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Maintenant, va et fais rêver le monde. » L'Opéra Bastille était un océan de lumières et d'attentes. 3000 personnes retenaient leur souffle tandis que Léa Dubois, 8 ans, se dirigeait vers le piano à queue qui dominait la scène. Dans cette simple robe blanche, avec le nounours de papa à la main, elle semblait encore plus petite dans cet espace majestueux. Le silence était absolu quand Léa s'assit au piano. Elle posa le nounours avec le soin de qui accomplit un rite sacré sur le pupitre, ajusta la position des mains comme papa le lui avait appris et ferma les yeux un instant. « Papa » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, « c'est pour toi. » Les premières notes du concerto numéro 1 en mi mineur de Chopin explosèrent du Steinway comme une cascade de cristal liquide. Mais ce qui se passa ensuite dépassa toutes les attentes. Léa n'exécutait pas simplement un morceau musical, elle racontait l'histoire de sa vie à travers les notes. Chaque phrase musicale était chargée d'émotions qu'une fillette de 8 ans ne devrait pas connaître. Pourtant, Léa les possédait toutes. La douleur de la perte de papa, la gratitude envers grand-mère Margot, l'espoir d'un avenir meilleur, tout se transformait sous ses petits doigts en musique pure. Dans le public, l'émotion était palpable. De grands maîtres qui n'avaient plus pleuré depuis des décennies s'essuyaient les yeux.
Des critiques musicaux qui avaient passé leur vie à disséquer chaque note restaient silencieux, submergés par la beauté de ce qu'ils entendaient. Pierre, assis au premier rang à côté de grand-mère Margot, sentait son cœur gonfler de fierté et d'émotion. À côté de lui, la grand-mère pleurait doucement, voyant dans cette fillette sur scène l'accomplissement de tous les rêves qu'Antoine avait eus pour sa fille. Quand Léa arriva au mouvement final, quelque chose de magique et d'inattendu se produisit. La fillette commença à improviser, ajoutant des notes qui n'étaient pas dans la partition originale de Chopin, créant un pont musical qui semblait relier la terre et le ciel. C'était comme si papa jouait vraiment avec elle, guidant ses doigts vers des notes qu'aucun compositeur n'avait jamais écrites. Le concert dura 45 minutes, qui semblèrent à la fois une éternité et un instant. Quand Léa joua la dernière note et se leva du piano, le silence dura 3 secondes qui parurent 3 siècles, puis explosa la plus longue ovation de l'histoire de l'Opéra de Paris. 3000 personnes se levèrent et applaudirent 15 minutes sans interruption, dans un hommage qui dépassait la reconnaissance du talent. C'était l'hommage de l'humanité entière à une fillette qui avait transformé la douleur en beauté. Léa, le nounours dans les bras, fit la révérence que papa lui avait apprise et s'approcha du micro avec le naturel d'une petite star. « Merci », dit-elle, de sa voix cristalline qui résonna dans chaque coin du théâtre. « Cette musique est pour mon papa qui est au ciel, pour ma mamie qui m'aime et pour tous les enfants qui ont un rêve dans le cœur. » L'ovation redoubla d'intensité, se transformant en quelque chose qui dépassait les applaudissements. C'était l'étreinte collective d'un monde qui avait retrouvé l'espoir à travers les yeux d'une fillette. Dans les mois qui suivirent, le concert de Léa devint la vidéo la plus vue de l'histoire d'Internet, dépassant le milliard de vues. Ces mots, pour tous les enfants qui ont un rêve dans le cœur, devinrent un motto mondial, imprimé sur des t-shirts, tatoué sur la peau, cité par des présidents et des poètes. Mais le plus beau ne furent pas les contrats multimillionnaires qui arrivèrent du monde entier, ni les unes de Time et Rolling Stone qui la proclamèrent l'ange de la musique. Le plus beau fut la naissance de la Fondation Léa Dubois, que Pierre créa pour donner des cours de musique gratuits aux enfants pauvres du monde entier. À chaque concert suivant, Léa insista pour toujours jouer un morceau gratuit pour les enfants qui ne pouvaient pas se payer de billets. Sa musique avait ouvert des portes qui semblaient à jamais fermées, prouvant que le vrai talent ne connaît pas de barrières sociales ou économiques. 2 ans après ce concert magique à l'Opéra de Paris, Léa continuait à vivre avec grand-mère Margot dans la villa de Pierre, continuait à aller à l'école normale, continuait à jouer avec des poupées et à faire des caprices comme toutes les fillettes de son âge. Mais elle avait aussi changé le monde, une note après l'autre. « Tu sais quel est mon plus grand rêve ?» dit Léa un soir à Pierre, tandis qu'ils dînaient ensemble dans le jardin de la villa. « Lequel, petite étoile ? Que tous les enfants du monde puissent apprendre la musique, parce que la musique rend heureux et le monde a besoin de plus de bonheur. » Pierre la regarda avec une tendresse infinie. Cette fillette extraordinaire n'avait pas seulement conquis le monde avec son talent, elle avait gardé son cœur pur et prouvé que la vraie grandeur naît toujours de l'amour. Et chaque soir, avant de s'endormir, Léa posait le nounours de papa sur la table de nuit et lui murmurait « Papa, est-ce que j'ai rendu notre famille fière ?» Du ciel, Antoine Dubois souriait, sachant que sa fille avait fait bien plus. Elle avait redonné l'espoir à un monde qui avait oublié de rêver. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Vous a-t-elle fait croire que les rêves d'enfants peuvent vraiment changer le monde? Si vous aussi vous croyez que le talent n'a pas d'âge, que la musique peut guérir toutes les blessures et que derrière chaque prodige il y a toujours une histoire d'amour et de sacrifice, mettez un like et partagez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà vu un enfant avec un talent extraordinaire? Croyez-vous qu'on doit protéger et cultiver les rêves des plus petits? Connaissez-vous des histoires de familles qui ont tout sacrifié pour l'avenir de leurs enfants? Partagez vos expériences et aidons-nous à faire passer ce message d'espoir au plus grand nombre.
Car chaque enfant mérite de voir ses rêves se réaliser et chaque talent mérite d'être découvert et protégé. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent la force des rêves et le courage de ceux qui n'arrêtent jamais de croire. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour des histoires qui prouvent que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit de changer le monde.